Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine. Mesdames, Messieurs, le soulèvement de 1837-38. Longue préparation, plan concerté, descente sur les champs de bataille, recours aux armes pour abattre un régime. Ôtons-nous de l'esprit, surtout si l'on se borne à 1837, cette image classique de l'insurrection. Qu'il y ait eu longue et inquiétante fermentation des esprits, nous ne l'avons pas caché. Qu'à la suite des résolutions Russell, les chefs politiques se soient livrés à une sorte d'insurrection oratoire, sans trop s'inquiéter des effets de ces explosifs sur l'esprit populaire, ni des réactions possibles des autorités, le fait n'est pas niable. La prise d'armes, les chefs politiques, en dépit de leurs imprudences de langage, n'en ont jamais voulu. À Saint-Charles, nous l'avons dit, Papineau a nettement déconseillé cette forme de rébellion, comme il déconseillera la parade des Fils de la Liberté projetée à Montréal pour le 6 novembre 1837. Le docteur O'Callaghan, journaliste du Vindicator, le plus audacieux assurément des partisans de Papineau, a pu écrire pour son compte, et si j'étais sur mon lit de mort, je déclarais encore devant Dieu que je n'avais pas plus l'idée d'un mouvement de résistance lorsque j'ai quitté Montréal pour le Richelieu avec Papineau, que je n'ai maintenant celle de devenir évêque de Québec. D'ailleurs, et c'est là la meilleure confirmation de la pensée de fond des chefs du Bas-Canada, on cherchait en vain, dans les documents de l'époque, quelques plans de campagne dûment concertés. À nul moment, si l'on accepte l'escarmouche de Bonaventure Vigée et du docteur Kember sur le chemin de Longueuil, où ils arrachent 2 prisonniers à un détachement de cavalerie, et si l'on fait encore exception pour 1838, nulle part, et à aucun moment, les patriotes n'ont pris ni n'ont songé à prendre l'offensive. Bien au contraire. Mal enfermés dans des camps improvisés, ils y attendent gauchement l'ennemi quand ils auront pu lui faire la petite guerre, le harceler sur les routes. Vainqueurs à Saint-Denis, les patriotes n'osant pas même profiter de leur victoire et donner la chasse aux compagnies de Gore en pleine déroute. C'est que ces pauvres gens, moins des troupes que des rassemblements d'hommes, manquent du plus nécessaire qui serait des armes. Pas une de leurs batailles où plus du tiers des combattants ait pu se servir d'un fusil. À Saint-Denis, sur 1000 patriotes accourus, à peine 100 trouveront une arme à feu. Misère qui s'explique d'ailleurs par une autre et pire encore, le manque de chefs. Les officiers de quelque expérience ne font pas entièrement défaut parmi ce peuple qui vit encore sur le pied d'une milice organisée. Quelques-uns même, dont Papineau, ont servi pendant la guerre de 1812. Le cri général, pendant ces jours troublés, c'est pourtant les chefs, où sont les chefs? Les quelques hommes qui restent à la tête des bandes patriotes pour les commander ne sont chefs qu'à demi, quand, à l'heure suprême de la bataille, ils ne se transforment pas en fuyards, tels Starro Brown et Amuré Girard. Que faut-il de plus? Pour démontrer à l'évidence un manque total d'organisation et par conséquent l'absence de préméditation. L'explosion en resterait-elle pour tout cela mystère? Accident spontané? Incontestablement. Le long conflit politique, avec ce qu'il a remué de passion, a préparé de loin l'atmosphère. À la dernière heure, une suite rapide de provocations, de faux pas, a tout déclenché. Le 16 novembre, le gouverneur, qui ne maîtrise pas plus ses nerfs qu'il ne maîtrise son entourage, émet 26 mandats pour crimes de haute trahison. Papineau est parmi les inculpés. C'était mené droit à la crise. 3 jours auparavant, dûment averti, le chef patriote a quitté Montréal avec O'Callaghan et pris la route du Richelieu. À cette heure, dans une large partie de l'opinion, toute confiance est perdue en la police et la justice publique. L'arrestation des chefs, croit-on partout, ce peut être leur assassinat. Nous tenons là l'explosion dans sa cause immédiate et dans son véritable sens. Croyons-en Bouchette, le soulèvement de 1837 ne fut rien d'autre qu'une résistance à l'arrestation. Faudra-t-il conclure à la superficialité du soulèvement? Une première constatation nous arrête, et c'est d'avoir affaire à un phénomène rural.
Le soulèvement de 1837, tout comme celui de 38, n'éclate pas dans les villes, terrain propice au bouillon révolutionnaire, par la fermentation facile des esprits dans les populations plus denses. Ils éclatent dans les campagnes et ils n'en sortent point. Sans doute, les agitateurs y ont-ils été pour quelque chose, et pouvons-nous les suivre à la trace. La région de Québec n'a guère bougé. La scission du parti de Papineau vers 1834 y a attiédi les esprits. Scission par trop tranchée entre l'équipe montréalaise et la québécoise. En revanche, pensera-t-on, la surexcitation de la grasse vallée du Richelieu et de la région des Deux-Montagnes n'a rien qui étonne. Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Eustache, lieux choisis depuis 20 ans des rassemblements patriotiques et des ardentes mêlées électorales. Pourtant, ne localisons pas trop vite l'ébranlement de la province. Bien des faits nous le révéleraient profonds et étendus. D'une lettre de l'évêque de Québec à Lord Gosford, des gens partis cités et qui est du 3 décembre 1838, ces autres lignes en disent long. Je vois un grand nombre qui se prononçait hautement en faveur de l'autorité, garder aujourd'hui un effrayant silence. Devant l'état de l'opinion publique, le clergé se sent désarmé, confesse l'évêque. Voilà suffisamment pour nous édifier. Aux heures de 1837, des images chargées de haute passion et de suprême anxiété ont traversé les esprits. Lord Durham écrivait à Lord Glenelg le 9 août 1839, avec le progrès de l'intrusion anglaise, les Canadiens découvrirent que non seulement l'usage du système représentatif, mais qu'aussi leur nationalité était en danger. Durham a vu peut-être plus juste qu'il ne le pensait. Serait-ce à dire, comme l'a soutenu encore Durham, qu'il faille ramener tout ce drame aux simples excitations d'une lutte de race? Indéniablement, bien des manœuvres, sinon le régime lui-même, ont paru conspirer certains jours pour attiser le feu des passions ethniques. Qu'il suffise d'évoquer à la Chambre du Bas-Canada les débats de 1792 et de 93 sur le choix du président et sur le choix de la langue officielle. Puis en 1805, le débat sur les lois fiscales, l'option entre la taxe directe ou indirecte, celle-ci frappant surtout le commerce anglais, celle-là les propriétaires fonciers ou agricoles, c'est-à-dire les 80% de la population, débat qui malheureusement partageait la Chambre en deux camps tranchés et selon la ligne de la race. En 1822, passé à Londres pour s'opposer au premier projet d'union des deux Canada. Papineau et Nelson y découvrent une pétition des marchands de Montréal et de Québec au Parlement impérial. Et qui lisent-ils? Des propos qui n'expriment que trop l'opinion officielle. La source du mal dont on se plaint se trouve dans la composition de la Chambre et dans les droits politiques excessifs concédés à cette population. Qu'on mette fin à un système de gouvernement qui, en dernière analyse, expose la Grande-Bretagne à la mortification et à la honte d'avoir, à grands frais, préparé l'indépendance d'une colonie anglaise pour qu'elle devienne l'alliée d'une nation étrangère et la persécutrice des sujets anglais. Que le régime politique de la colonie, tel qu'institué ou faussé, conduisit presque infailliblement à ses heures, nul ne l'avait mieux démontré que Pierre Bédard en 1807, rendre les représentants du roi responsables de tous les conseils et actes des ministres, et faire ainsi des ministres et du gouverneur une sorte de parti d'opposition à la majorité de la Chambre, point de régime plus subversif, soutenait le rédacteur du Canadien, et non seulement pour le rôle de partisan, ainsi assigné au chef du gouvernement, mais pour l'aliment apporté aux rivalités ethniques. Car, comme tout le ministère réformé d'anglais, argumentait Bédard, tous les Anglais de la Chambre d'Assemblée se rangent autour d'eux par le préjugé, et la Chambre d'Assemblée se trouve ainsi divisée en Anglais d'un côté et Canadiens de l'autre. C'était indiqué nettement la détestable tournure que risquaient de prendre les luttes politiques, pour jeter les deux races l'une contre l'autre. Qui aura pu faire néanmoins que la caste oligarchique, s'efforçant de donner d'abord figure de parti au monde officiel, c'est-à-dire aux deux conseils à l'entourage du gouverneur, puis tâchant à identifier ce parti à la population anglaise de la province, en faisant ensuite le parti loyal, le pilier de la couronne et de l'Empire, par opposition à la majorité française de la Chambre,
dénoncé dès le temps de Craig comme le parti de la sédition. L'historien pourrait négliger sans doute ce britishisme machiavélique dont Durham disait qu'il ne valait pas mieux que celui des Canadiens, mais la pratique audacieuse de partager les partis selon la diversité ethnique et de les ameuter l'un contre l'autre par les appels les plus inflammables, quoi de plus propre à transformer les luttes politiques en luttes de race. L'oligarchie a-t-elle pour autant réussi dans son dessein? Il serait injuste, assurément, de confondre le parti officiel avec la population anglaise en son entier. Godford voyait de ce côté-là des ultras, comme il en voyait du côté des Canadiens. Il y voyait aussi des modérés, et il pouvait compter, disait-il, comme partisans de son administration, la majorité des modérés et des hommes à idées libérales de la province. Charles Buller, dans son aperçu sur la mission de Lord Durham au Canada en 1838, se refuse, lui aussi, à confondre parti officiel et population anglaise. L'oligarchie aura-t-elle mieux réussi du côté des Canadiens français? Qui nous dira ce qui a pu se passer dans l'esprit simplificateur du peuple, dans les jours qui ont précédé et suivi l'explosion? Comment a-t-il réagi devant les attaques parfois furibondes et par trop unanimes de la presse anglaise? Il est plus facile de voir dans l'esprit des chefs. On y cherchait en vain le racisme ou la volonté de la lutte raciale. Eux aussi ont toujours refusé de confondre avec la masse de la population anglaise la caste des officiels, douzaine d'individus qu'ils appellent la junte anti-canadienne. Il n'y a pas de parti, protestait un jour Papineau. Il y a une cabale méprisée contre tout un pays. Renverrons-nous encore une fois aux 92 résolutions, en particulier aux 3e, 4e et 5e, en toute sincérité. Ces hommes de 1834, ils pouvaient parler de l'esprit de libéralité et de fraternité qu'ils avaient manifesté aux immigrants britanniques, leur facilitant autant qu'il avait dépendu d'eux la participation aux avantages politiques et aux ressources industrielles de la province. De même pouvaient-ils se targuer d'avoir travaillé à la prospérité générale du pays en assurant la paix et le contentement de toutes les classes de ses habitants sans distinction d'origine ni de croyance. Cet esprit de générosité ne les a pas quittés en 1836. Quand elle revendique son droit à l'administration des terres publiques, la Chambre déclare le faire pour l'avantage de toutes les classes des sujets de Sa Majesté. Cette année-là, c'est encore Papineau qui s'écrie « On feint croire que nos réclamations sont le fruit de notre différence d'origine et du catholicisme, quand il est constant que les rangs des libéraux comptent une majorité de toute croyance et de toute origine. » Bien dégagés, les traits principaux de ces événements de 37 et 38 se ramènent à ceux-ci. Rien, surtout dans la première année, rien d'une guerre civile longuement fomentée et organisée. Bien au contraire, mouvement improvisé presque spontané, mouvement populaire, phénomène rural qui n'en fut pas moins large et profond en son caractère dominant, lutte politique pour un achèvement politique, mouvement qu'on ne saurait réduire à une lutte de race, ni même à une lutte de classe, sans le rapetisser et sans fausser l'histoire. Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Un autre cours vous sera donné la semaine prochaine, le même jour, à la même heure et au même poste.